Bienvenue dans Infirmière de novice à expert, le balado qui accompagne les étudiantes en soins infirmiers et les jeunes infirmières dans leur parcours professionnel. Nous sommes Sylvie Et Karine, deux enseignantes passionnées par la formation des infirmières de demain. dans chaque épisode, on explore les défis, les apprentissages et la réalité de la profession infirmière. Que vous soyez encore étudiante ou que vous débutiez votre carrière, nous sommes là pour vous guider et vous inspirer à devenir une experte dans votre pratique. Alors mettez vos écouteurs, Prenez un café et c'est parti pour un nouvel épisode de Infirmière de novice à expert. bonne écoute! Salut Sylvie! Salut Karine, comment ça va? Je vais bien, merci beaucoup, toi? Oui, ça va bien, merci. Ouais. J'ai eu une grosse semaine de stage cette semaine, là, beaucoup de stages avec mes étudiants, puis ça m'a inspiré notre sujet d'aujourd'hui. OK. Ben oui, c'est sûr qu'en stage, quand on commence nos premiers stages, c'est pas évident, tu sais, de rentrer dans la chambre d'un patient les premières fois ou des fois, il y a des malaises qui se créent. Donc, ça, je sais que les étudiantes trouvent ça vraiment difficile, les premiers pas de rentrer dans une chambre. T'as- Oui, ben, c'est Toi, en challengeant, stage, c'est normal. Ouais, on rentre dans la bulle d'un patient, puis ces patients-là, elles sont vulnérables, ils vivent des choses difficiles, puis trouver les bons mots, des fois, c'est compliqué. Donc, c'est ça, cette semaine, j'avais une étudiante avec moi, puis on est rentré dans la chambre ensemble pour aller évaluer son patient, puis finalement, on a eu un bel échange avec son patient de qu'est-ce qui se passait, puis de ses diagnostics, bon, de la suite qui s'en vient, tout ça. C'est un patient qu'elle est probablement mis en soins palliatifs, donc c'est difficile, là, qu'est-ce qu'il est en train de vivre. Puis on est sorti de là, puis quand on est sorti, l'étudiante, elle m'a dit, Mon Dieu, Karine, une chance t'étais là parce que moi, j'aurais jamais su quoi dire. Puis là, jamais je serais capable de dire ce que toi t'as dit. Tu sais, comment qu'elle a dit ça? Elle a comme dit qu'elle elle se mettait en faute de ne pas avoir parlé comme moi je parlais aussi. Elle disait, mais comment ça, moi, je suis pas capable de parler comme ça? Alors que je devrais être capable de réagir comme ça. Si je veux être une bonne infirmière, il faut que je sois capable de bien réagir devant les patients qui me nomment, tu sais, discuter émotionnel, puis tout ça. Fait que c'est ça qui m'a inspiré le podcast d'aujourd'hui parce que dans le fond, c'est très normal de ne pas savoir quoi dire à un patient qui dit qu'il va mourir ou qui vit des choses difficiles, de trouver les bons mots. C'est normal en début de pratique là, qu'on se mette des fois une patate dans la bouche puis on dise on soit maladroit, là. mhm. Des fois maladroit ou de ne pas être capable de dire quoi que ce soit. Puis, mais t'as-tu donné des trucs à ton étudiante à savoir comment pour toi c'était si facile que ça devenait, c'était un peu naturel, puis que pour elle, elle n'était pas capable même de s'imaginer d'être capable de dire ces choses-là un jour? Oui. Ben, en premier, j'ai normalisé, hein. Tu sais, c'est super normal que même en début de pratique, donc même si tu n'es plus étudiante, mais que ça fait 2, 3 ans que tu pratiques, il y a encore des situations que tu n'as pas croisées. Il y a aussi, on n'est pas tous à l'aise égal dans certaines situations. Donc, j'ai normalisé que ça fait 15 ans que je fais ça. Et donc, plusieurs années aussi en soins palliatifs ou des choses comme ça, où est-ce que l'intensité dans les propos des patients, ils sont là. Fait que je me suis fait mes formules magiques que je dis à mes patients. Je me suis forgé des phrases en entendant mes collègues parler puis en disant Ah, c'est comme ça que je vais te dire la prochaine fois. J'ai formé mes recettes. Fait que c'est pas du jour au lendemain que je suis devenue bonne en relation d'aide. Puis moi, ça m'avait impressionné, ça aussi, chez une prof quand j'étais étudiante. Je m'en rappellerai toujours, là. Le patient, il se faisait amputer du pied. Puis là, ma prof, elle me dit comment il vit avec ça. Je dis, ben, je sais pas, il m'en parle pas. Puis là, j'avais balayé ça comme ça, moi, du haut de mes 18 ans. Il m'en parle pas, donc ça doit pas être important, ça doit pas être si pire de perdre son pied, madame, tu sais. Fait que j'avais balayé ça comme ça. Puis elle a dit, OK, oui, c'est peut-être pas si pire pour lui. Fait que quand elle est venue dans la chambre avec moi, elle lui a juste mis la main sur le bras, puis elle a dit, comment ça va? Puis là, juste l'espèce d'approche qu'elle avait eue, la chaleur, la formule de phrase, le patient s'était ouvert, là. Grand, grand, grand. Il avait tout raconté son désarroi de se faire enlever son pied, il s'était mis à pleurer. Ma prof qui avait un bel échange chaleureux avec elle, moi, j'étais comme ça. Je dis, ben voyons.
Moi, j'ai demandé directement, j'ai dit directement comment vous vous sentez de perdre votre pied, quasiment comme ça, là, très maladroitement. Il m'avait répondu, ça va. Puis elle rentre dans la chambre, elle demande comment ça va, puis paf, ça vient comme ça. Mais ça, c'est aussi, tu sais, de novice à experte, c'est ça, on forge notre façon de parler avec les patients. Fait que c'est normal en début de pratique de ne pas savoir quoi dire devant ces situations-là, là, je pense. Mhm. Puis je pense que c'est aussi tu sais, de voir faire les autres dans leur façon de comment ils vont se présenter. Puis justement, tu sais, si tu te rappelles de ta prof, tu sais, elle était un peu plus vieille. C'est sûr que quand tu as 18 ans puis que le monsieur a 70 ans, tu sais, de se confier que ça va pas bien, des fois, c'est plus difficile. Mhm. Et si on est un peu plus âgé, ben, on dirait que les confidences, des fois, viennent mieux. Puis le ton aussi. Puis, tu sais, si on a beau, tu sais, t'avais beau dire, tu sais, comment ça va, tu sais, avec le fait que vous allez perdre votre pied, mais si c'est froid, là, c'est sûr que le patient ne s'ouvrira pas. Hein. Oui. Fait que c'est comme ça qu'on va apprendre. Puis des fois, c'est pas parce que l'étudiante ne veut pas, c'est juste que dans son intention, on dirait qu'elle veut pas non plus savoir la réponse. Parce que, hey, qu'est-ce que je vais faire s'il me dit que ça va pas bien puis qu'il part à pleurer? Je vais pleurer moi aussi. Ben non, on n'a pas le droit de faire ça. Donc, je pense que ce côté-là aussi, des fois, de poser de la question, puis la réponse, qui n'est pas la vraie réponse, nous fait du bien à nous. Et non pas l'objectif de, c'est le contraire, on veut que le patient se sente bien, puis soit capable d'exprimer ses émotions. Ben, c'est un bon point de départ, je pense, c'est de si on pose des questions, il faut être à l'aise avec la réponse. C'est ce que tu dis, Exact. dans le fond. Donc, il faut apprendre à se connaître d'abord dans ces situations-là, savoir qu'est-ce qui amène de la résonance. Il y a des choses qui sont plus difficiles à entendre pour certaines personnes. Par exemple, tout ce qui est santé mentale, si dans ta famille, tu as des enjeux de toxicomanie ou des choses comme ça, pour toi, ça peut peut-être te résonner un peu plus. Puis si, au contraire, tu viens de perdre ta grand-mère d'un cancer, des choses comme ça, mais ce genre de situation-là peut être plus difficile. Tes valeurs aussi qui peuvent être plus ébranlées dans des situations. Fait que de bien se connaître en premier, là, connaître qu'est-ce qui, chez moi, me rend plus fragile dans ces relations-là. Ça va nous aider là, à ne pas mettre cette barrière-là entre moi et le patient quand je vais arriver dans la chambre si je sais, moi, mes fragilités par rapport à ça aussi, là. Mhm. Effectivement. Est-ce que tu veux en parler un peu plus de ton étudiante, de la situation, sans nécessairement parler du patient, là, mais Ben, écoute, c'est ça. On était dans une chambre, on est avec le patient, il vient de recevoir un diagnostic, il sait qu'il s'en va en soins palliatifs, donc il y a un cancer généralisé. Il est en perte d'espoir finalement. En gros, il ne se voit pas sortir de là vivant, évidemment. Il est en deuil de sa propre vie, mais il est en deuil de qu'est-ce qu'il va vivre avec ses enfants, sa famille dans les prochaines semaines. Puis là, il se dit, ben moi, je veux l'aide médicale à mourir, là. Moi, je suis prêt. C'est juste ça que je veux parce que c'est son avenue de sortie rapide, là, puis pas avoir à gérer tout ça finalement. Fait que l'étudiante, c'est ce qu'elle m'avait dit, c'est qu'il voulait mourir puis qu'il était prêt. Fait que c'est sûr que quand on est arrivé dans la chambre, qu'on a commencé à parler ensemble, ben juste d'ouvrir la porte puis de reconnaître qu'est-ce que le patient est en train de vivre d'abord, c'est une bonne avenue. Fait que c'est ce que j'ai fait. J'ai dit au monsieur que ce qu'il est en train de vivre, c'est gigantesque, c'est gros, puis c'est normal que ça ait pris un certain temps là, à digérer tout ça. Fait que juste en reconnaissant la difficulté de la situation, le patient, il s'ouvre un peu plus, hein, il voit qu'on comprend. Puis, des fois, on ne comprend jamais au complet, là, mais qu'on est là pour la bonne raison, puis qu'on est là pour le supporter au travers de ça. Fait que, puis de pas. Le piège aussi, quand on commence, je pense, c'est qu'on va dire, Monsieur, ça va bien aller, inquiétez-vous pas, ça va être correct. Mais non, les médecins, puis j'ai déjà entendu des étudiants dire, mais non, mais le médecin va trouver une autre solution. Alors que là, on sait qu'on est en perte d'espoir par rapport à ça. C'est normal d'avoir une perte d'espoir quand on apprend qu'il n'y en a plus côté vie. Il faut qu'on retrouve un espoir dans d'autres choses. Fait que ça, c'est complexe là, comme mécanique de pensée. Euh, Fait qu'on avait échangé là-dessus. Je ne me rappelle plus beaucoup des propos, mais tu sais, finalement, on a juste cheminé avec le patient, lui laisser la place de discuter de qu'est-ce qu'il a besoin.
Puis de pas, elle avait impressionné mon étudiante parce que j'ai utilisé les mêmes mots que du patient, même s'il était difficile à entendre. Fait que le patient qui dit qu'il est prêt à mourir ou qu'il va mourir, je dis pas, ben non, monsieur, vous n'allez pas mourir. Donc, oui, vous allez mourir, monsieur. Oui, c'est ça qu'on Donc, entend c'est ça, comme c'est ce que je normalité comprends aujourd'hui. de votre C'est ça. de ce que vous me dites là. Vous êtes prêt à ce que ça se finisse maintenant. Qu'est-ce que vous avez besoin? Comment on peut vous aider là-dedans? Oui, puis après ça, d'aller vers le souhait du patient et tout, finalement, on s'est rendu compte que c'est probablement pas l'aide médicale à mourir qu'il a besoin, mais que lui, présentement, c'était son avenue parce qu'il était au bout de tout, tu sais. Mhm. Alors que l'aide médicale à mourir, on pourra peut-être parler des soins PAL puis de l'aide médicale à mourir dans un autre podcast, mais c'est pas dans cette avenue-là qu'on va aller vers l'aide médicale à mourir, là, c'est pour soulager une détresse et tout ça. Mais donc, de laisser la place au patient, de dire ce qu'il a à dire, puis de ne pas le banaliser, ce qu'il vit. C'était comme ça qu'on s'en était sorti. Mon étudiante, elle a réalisé ensuite ben, qu'elle avait des malaises dans cette situation-là parce que c'est son premier contact ou presque avec la mort, par exemple, depuis, je ne sais pas moi, son chat, il y a très longtemps, là, mettons. Mais donc, elle n'a pas été en contact avec ça. Elle a tout le temps été dans des milieux de stage très doux, très léger, on va dire ça comme ça. On est en chirurgie orthopédique. Les patients, d'habitude, ça se fait pas trop annoncer de mauvaises nouvelles là. Après ça, elle est en paix de périnate. Elle n'avait pas eu des gros patients à ces moments-là, des choses comme ça. Fait que c'était assez modeste comme lourdeur. Là, Mhm. on arrive en gériatrie avec des patients avec plusieurs comorbidités et tout ça. Fait que, et 92 ans, là. Ça OK. l'avait chamboulé beaucoup. Ouais. Mhm. Fait que, on apprend à se connaître. Elle a appris quelque chose dans cette situation-là, définitivement. Ouais. C'est bon. Puis c'est ça, puis il faut être consciente aussi, c'est ça, dans les questions. Moi, tu sais, moi aussi, j'ai quand même, moi, une facilité, mais une facilité plus à la vulgarisation de ce qui va arriver. Tu sais, fait que, tu sais, quand on devient un peu expert dans nos domaines, tu sais, moi, j'étais en gastro-entérologie. Fait que, tu sais, le patient qui rentre, puis, il a mal au ventre, puis, hop, il se réveille, puis il a une stomie. OK? Donc ça, cette acceptation-là, elle est difficile pour 90% des patients parce que c'est pas prévu. Tu sais, quand ça fait plusieurs fois, tu as la maladie de Crohn, puis t'en enlèves un petit bout à chaque fois, ben tu te fais à l'idée qu'éventuellement, tu vas peut-être avoir ça. Ou tu en as discuté avec le médecin, puis OK, on t'opère pour te faire une stomie. Mais quand c'est pas prévu, c'est difficile. Puis je me souviens, moi, d'une situation où c'était un jeune de 20 ans qui venait d'avoir une stomie qui n'était pas prévue. C'était une stomie temporaire, mais il fallait driver ça avec des étudiantes qui ont à peu près le même âge que lui. Et ça avait été difficile. Les étudiantes n'étaient pas capables d'essayer de lui parler de ça. La seule chose qu'il disait, ben, c'est pas grave, ça va être temporaire, vous allez l'avoir juste quelques mois. Mais pour lui, c'était hyper important et c'était par rapport, lui, à sa sexualité. Mhm. Donc, fait que là, pour lui, là, c'était terminé. Puis, même si c'était quelque chose de temporaire, on ne se voit pas projeté en long terme. Fait que là, on est allé vraiment étape par étape. Tu sais. Comment tu te sens aujourd'hui? Oui, tu te sens découragé. Oui, ça fait partie du processus. Puis, tu sais, je l'expliquais un peu comme un processus de deuil. Oui, tu as des étapes à franchir, puis là, oui, tu es choqué, puis tu vas être encore plus choqué plus tard, puis tranquillement, tu vas apprendre à vivre avec. Donc, mais oui, que tu aies de la colère, que tu sois en maudit après le monde entier, c'est correct. Mm. Puis exprime-le, parce qu'il ne l'exprimait pas de la bonne façon, parce qu'il l'exprimait en tassant les étudiantes qui n'en voulaient pas. Oui, donc, mais c'était tout par rapport à ce côté-là, le côté visuel, qui, pour une patiente de 75 ans, ça n'aurait peut-être pas été ça du tout, là. Donc, Oui. vraiment capable de les écouter, mais aussi de vulgariser c'est quoi qui se passe. Hein? De voir pour ce patient-là, qu'est-ce qu'il y a derrière le message qu'il est en train de dire. Tu sais, tu dis qu'il était frustré ou qu'il repoussait les étudiantes. Ben, il y a une raison là, pourquoi. Là, c'est ça, c'est toute son image corporelle qui est Ouais. chamboulée. Puis là, c'est des jeunes
probablement cute aussi étudiante chez qui il veut pas paraître comme ça. Fait que, il y a sa fierté Mm, qui est ébranlée. mm, Fait que d'essayer de voir le pourquoi derrière un comportement, je pense que ça peut nous aider aussi comme étudiante, puis de pas prendre, ou de jeunes professionnels, de pas prendre ça personnel. Les patients, exact. là, qui sont plus renfermés, ou tu sais, moi, je me rappelle, j'étais sortie de la chambre de mon patient, là, dans le temps, puis je m'étais dit, mais mon Dieu, il veut pas me parler à moi, c'est vers moi, tu sais, je suis pas une Mhm. bonne infirmière, puis ou il m'aime pas. C'est pas ça, c'est qu'il y a plus d'affinité, puis ma prof, elle a probablement plus d'ouverture dans cette situation-là que moi. Puis ça, ben moi, je le vis au quotidien quand je travaille aussi, là. J'ai des collègues de travail, ils vont aller voir un patient, il va s'être ouvert sur à peu près tout, là, que les difficultés qu'il vit. Puis moi, je vais rentrer dans la chambre après, puis il me dira rien de tout ça, puis il fait deux, trois blagues, puis on passe à autre chose. Puis des fois, je m'étais demandé, mais mon Dieu, c'est parce que je suis pas assez empathique ou des choses comme ça, mais finalement, c'est juste parce qu'il a trouvé que c'est avec elle qu'il veut se confier, puis Mm, qu'avec moi, ça y fait du bien aussi de ne pas parler de toutes ces choses-là lourdes. C'est mm, important aussi d'avoir cette balance-là. Fait que notre patient, il n'a pas toujours besoin de la relation d'aide, puis de l'écoute empathique, puis du toucher thérapeutique, du silence des reflets. C'est pas toujours ça qu'il a besoin. Fait que ça, il faut aussi balancer ça. Puis pas s'en faire si je suis pas la celle avec qui ces choses-là se font. Ça va être correct. Il y a une autre de mes collègues qui va pouvoir prendre ce chapeau-là. Là, si moi, j'ai des malaises aussi dans cette situation-là, où j'ai plus de difficultés à établir un lien avec un patient, je suis certaine qu'il y en a une qui finit par le trouver, là, puis faire un lien avec lui. Moi, je suis bonne avec les grognons. Fait que, mes collègues, grognons ou grognonnes, mais on va dire qu'il y a souvent des petits grognons. Puis, mais je suis celle qui réussit à les percer dans leur carapace en utilisant l'humour, puis tout ça, puis finalement, on réussit à établir un beau lien. Mais dans d'autres cas de patients, ben, il y a des sensibilités, puis là, ça marche moins bien. Fait qu'il faut juste accepter, puis ça, on retourne à apprendre à se connaître comme il faut là, dans cette relation-là. Oui, puis ce que j'aime dans ce que tu viens de dire, c'est les patients ne sont pas obligés de s'ouvrir à tout le monde. Tu sais, parce que souvent, c'est des situations qui ont de la difficulté à accepter. Ils ne commenceront pas à en parler à tout le monde. Tu sais, ils vont prendre quelqu'un en qui les affinités, les atomes crochus sont plus là, puis c'est avec elle qu'il va en parler. OK? Puis les autres, ben justement, on va se permettre peut-être de parler de d'autres choses qui n'est pas la maladie, puis que ça va y faire du bien de ne pas penser à ce qui s'en vient tout le temps, à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui rentre dans le champ. Fait qu'il y a une balance à chercher. Puis, moi, des fois, quand je demande à mes étudiants de faire un travail sur la relation d'aide, je reçois parfois des. C'est pas, c'est une relation d'aide conversationnelle, je vais dire. Donc, Oui. tu sais, il y a du social, il y a un mandat social quand je rentre dans la chambre de mon patient, puis je parle de la météo, que je parle que sa fille a visité aujourd'hui, bon, ça reste la relation d'aide, mais on parle d'aspects sociaux. On va peu parler d'occupation d'aubière, des choses comme ça. Donc, ça, c'est de l'aspect social, mais j'établis un lien avec mon patient qui est super important. Puis ça reste la relation d'aide. Des fois, ils me disent, j'en ai pas fait de relation d'aide parce qu'il ne m'a pas parlé de son deuil, Karine. Mais s'il n'est pas obligé de t'en parler, ça ne veut pas dire que tu n'as pas établi de lien avec lui, que tu n'as pas une relation empathique, mais ça se peut que c'est son besoin qu'il avait à combler présentement c'était le léger et le social. Mm. Après, il ne faut pas tomber dans la balance d'être tout le temps dans le social, par exemple. Ça, c'est un Ouais. autre enjeu. Fait OK. que Mais quand le patient il pleure ou qu'il n'est pas bien, puis que j'y parle de la météo, c'est un peu moins adéquat. c'est ça. Parce que ça aussi, je l'ai vu. Fait que Ouais. faut y faire plus attention, puis il faut être attentif au non-verbal de nos patients parce que si on tombe toujours dans le piège de rentrer juste dans le social puis dans le léger, à un moment donné, ça va nous jouer des tours, puis notre patient, il va dire, ben voyons, elle voit vraiment pas ma souffrance. Mm. Fait qu'il faut être attentif à tous les signaux que notre patient nous envoie, même si c'est par exemple juste un refus de soins ou, tu sais, on peut voir ça comme c'est pas un besoin c'est pas une détresse, mais au fond du compte, oui, là. Ouais, c'est ça. C'est pas tous les patients qui ont des drames dans leur vie qui font en sorte qu'on doit faire de la grosse relation d'aide. C'est sûr que lorsqu'on est en soins palliatifs, oui, ça arrive plus souvent, ou dans des centres de cancérologie, où les mauvaises nouvelles sont beaucoup plus là que sur un autre département plus actif, comme en chirurgie, par exemple.
Tu sais. Donc, fait que c'est sûr que plus tu côtoies des gens qui vont développer, pas développer, mais qui vont être aux prises avec la détresse parce que c'est une mauvaise nouvelle, c'est quelque chose qui n'était pas attendu, on a de la difficulté à gérer ça, ben c'est normal que tu vas faire, comme je dis entre guillemets, faire tes dents là-dessus, puis de plus en plus, tu vas dire, ah oui, c'est vrai, je l'avais essayé avec un autre patient, puis ça avait bien marché. Tu sais. Puis, ah non, lui, il n'est pas prêt, c'est pas le bon moment, puis je vais juste faire les soins, puis je reviendrai plus tard. Tu sais, on va développer ça avec le temps, avec l'expérience. Qu'on soit gauche au début, c'est tout à fait normal. Mm. Hum. Il y a le toucher thérapeutique, tu dis d'être gauche, ça me fait penser à ça, mais aussi j'entends souvent ça. Mais là, il faut que, tu sais, là, Karine, quand est-ce que j'y tiens la main? Quand est-ce que je mets ma main sur son bras? Je suis pas sûre que je suis à l'aise de mettre ma main sur son épaule tout le temps. Puis on en parle beaucoup dans les cours de relation d'aide, de ce toucher thérapeutique-là, puis du silence aussi, on pourra en parler, mais c'est deux techniques de communication en relation d'aide qui sont efficaces, mais qui doivent qu'on doit apprendre, puis qu'on doit aussi avoir un instinct par rapport à ce toucher thérapeutique-là. Puis pour ça, ben oui, il faut se tromper, il faut essayer. Puis parfois, notre toucher thérapeutique va être très, très, très maladroit. Puis bon, on va faire, oups, c'est pas ça que le patient avait besoin. C'est Hum. correct, j'enlève ma main de là, puis je vis le malaise à 100%. Puis on va finir par aiguiser finalement notre radar à quand est-ce qu'on a besoin de ça, puis on va être plus à l'aise. Puis c'est correct de ne pas utiliser de toucher thérapeutique non plus. C'est pas tout le monde qui sont des toucheux de tenage de main, puis tout ça. Donc, c'est une méthode, mais il y en a plein d'autres, là. Fait que je sais que celle-là est beaucoup discutée là, au travers de mes étudiants, c'est une préoccupation. Puis il y a l'enjeu culturel aussi. Fait que là, est-ce que je sais? Ça, je m'en allais dire. Hum. Euh, L'enjeu culturel est tellement important. Parce que justement, tu sais, que ce soit une étudiante versus un étudiant en soins infirmiers avec un patient, ils réagiront pas de la même façon. Les orientations sexuelles aussi vont aussi faire en sorte que des fois le toucher va se prendre mieux ou pas du tout. Donc, mais ça, on ne le sait pas. Là, c'est pas écrit dans le front du patient quelle orientation sexuelle il a. Donc, fait que puis je pense que le toucher thérapeutique, oui, on en fait gros des cas, mais j'ai l'impression que ça vient un peu comme tout seul. oui, La main va venir, va aller toucher soit la main, la cuisse de la personne. Si le geste tu sais, veut y aller de par c'est lui-même, c'est authentique. parce qu'on est rendu là. OK? Mais pas dire, ah, là, là, ça devrait être le bon moment d'y toucher. Non, là, tu es avec ta tête, tu n'es pas avec ton cœur. Mais je pense que c'est un des pièges, justement, de la relation d'aide dans un contexte d'apprentissage, c'est d'avoir des recettes. Puis de Ouais. se dire, ah, Karine, dans le cours, elle a dit qu'il fallait que je touche mon patient, que je fasse deux reflets puis une reformulation, puis que j'ai une belle phrase de conclusion à la fin, là, avec de l'espoir dedans. Fait que si tu as cette espèce de recette-là, quand tu es dans la chambre, tu es tout le temps en train de penser à ce que tu vas dire après, ah, c'est-tu un bon moment de le toucher, pas un bon moment, puis tout ça, tu passes à côté de l'authenticité, puis probablement que ta relation d'aide est moins fluide. Ben, c'est parce que De tu l'écoutes pas. t'éloigner de ces techniques-là, tu les as appris, c'est bon, tu les as en tête. Tu sais pourquoi ça marche aussi, parce qu'on en fait des reflets instinctivement. Tu sais, quand moi je parle à mes enfants, puis j'en fais des reflets sans m'en rendre compte nécessairement. Là, c'est Mhm. la science derrière la relation d'aide, c'est qu'on a dit que quand on fait des reflets, ça fonctionne bien. Fait que ça explique pourquoi quand t'en fais, ça fonctionne. Mais est-ce que ça veut dire qu'il faut que t'en fasses quatre par communication? C'est pas ça, Non, là. C'est pas une recette, tu sais. exact. Donc, et puis c'est ça. Puis, tu sais, quand tu es en train de penser à quelle technique tu vas prendre, ben là, t'es en haut. Tu n'es pas là. Tu sais, puis toi, tu veux faire de la relation d'aide, tu veux que ton patient s'ouvre sur ses sentiments. Ses sentiments sont là, ils ne sont pas là. Donc, il faut les laisser aller. Puis c'est après, puis c'est pour ça que lorsqu'on fait faire des travaux de stage, justement, sur la relation d'aide, c'est tu sors de la chambre, tu te prends un papier, puis tu écris ce qui vient de se passer. Tu sais, c'est quoi les mots qu'il a parlé, tout ça, pour, après ça, être en mesure de décortiquer qu'est-ce que j'ai fait, l'ai-tu bien fait, c'était-tu le bon moment. Tu sais, puis l'objectif, c'est pas de réussir une relation d'aide, c'est de comprendre tes forces et tes faiblesses, à mon avis. Tu
Tu sais, de dire, ah là, j'ai fait, je sais pas, moi, j'ai fait de la fausse rassurance. Tu sais, de comprendre aussi qu'est-ce que nous, on dit versus ce que le patient vient de nous dire. C'est vrai, ça, absolument. Je trouve qu'un bon truc, c'est de aussi de regarder nos profs, justement, comme mon étudiante qui est venue avec moi. Je pense que ça lui a appris beaucoup de m'entendre parler aux patients, de voir qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui marche moins bien. Moi, ça m'avait beaucoup aidé de voir ma prof faire, mais j'avais, OK, elle n'est pas stressée par la situation, elle est dans la question ouverte, puis elle accepte qu'est-ce que le patient va lui donner. Puis moi, c'est comme ça, j'apprends beaucoup aussi par observer nos collègues et tout ça. Il y a d'autres façons qu'on peut apprendre à être plus à l'aise dans ces relations-là. As-tu des idées, Sylvie? Ben, des fois, de se montrer vulnérable, tu sais, comme étudiante, de dire, tu sais, moi, je suis une étudiante, puis peut-être que je vais être gauche. Puis, tu sais, l'humour vient dédramatiser. Tu sais, de dire, j'aurais peut-être pas les bons mots, mais je vais avoir mes deux oreilles pour vous écouter. Tu Oui. sais. Puis, tu sais, d'amener ça, moi, le côté plus, ben, pas ludique, mais un peu plus, tu sais, dédramatisé, fait en sorte que, de dire, regarde, je serai peut-être pas la meilleure, mais si vous avez besoin, je vais être là. Peut-être dans, tu sais, dans chacun, dans sa façon de le dire. Mais c'est juste de dire, j'ai de l'ouverture. Si ça vous tente, vous rentrez. Si ça ne vous tente pas, vous ne rentrez pas. C'est un peu ça, là. Puis peut-être que demain, ben, ça va y avoir mûri, dire, ben, je vais peut-être y en parler à elle. Il me semble qu'elle m'inspire confiance. Mhm. Fait que ça vient être authentique, tu sais, dans le fond. Puis t'as raison que par l'humour, ça passe bien. Moi, ça m'arrive souvent de dire des choses, puis je fais comme, oh, c'est pas ça que j'aurais dû dire. Mais je le dis aux patients, tu sais, quand j'ai pas d'exemple en tête, mais j'ai déjà utilisé une mauvaise expression en soins palliatifs, là, tu sais, genre, ça causera pas de mort, là, une affaire de même, là. Il n'y a pas de mort ici ou des choses comme ça, je suis en soins palliatifs. Fait que, tu sais, On n'en mourra pas on n'en aujourd'hui. mourra pas, c'est ça. On n'en mourra pas. Tu dis ça Puis là, après ça, tu fais, mais mon Dieu, quelle atrocité je viens de dire dans le contexte où je suis présentement. Mais après ça, tu dis, ben là, juste de dire aux proches avec qui j'étais, j'ai juste dit, c'est vraiment pas comme ça que je voulais que ça sorte. Puis c'est pas ça que je voulais dire, là. Vous m'avez compris que c'est une mauvaise utilisation de l'expression. Puis finalement, tout le monde avait juste ri de cette situation-là parce qu'on est humain, nous aussi, puis on peut se tromper, on peut dire des maladresses. Des fois aussi, on peut reculer sur ce qu'on a dit, puis dire que, tu sais, ou, tu sais, des fois, moi, j'avais dit ça va bien aller, puis tout ça, puis j'avais vu le patient réagir, puis genre, non, vous avez raison, là, je comprends que qu'est-ce que je viens de dire vous fait réagir. Vous n'avez pas l'impression que ça va aller, là. Puis je le vois, là. Je suis vraiment désolée, j'ai mal formulé ma phrase. C'est un automatisme. Puis tu sais, on continue notre échange, puis ça montre justement l'authenticité. Puis ça nous enlève du carcan là, dans lequel on veut essayer de rentrer. C'est peut-être ça le problème. On essaie de reproduire un modèle dans la relation d'aide qu'on a appris dans les classes. Puis dans le fond, il faut juste trouver sa façon d'être dans cette relation-là. Oui, c'est sûr, connaître ses forces, connaître ses limites aussi, puis de savoir les situations où on se sentira pas bien. Tu sais, qu'on Mhm. est en apprentissage. Puis il faut aussi le dire à nos profs. Tu sais, à mon prof de stage, de dire, ouais, là, tu sais, ça va être difficile. Tu sais, là, le patient, il vient d'apprendre qu'il a un cancer, tout ça. Puis moi, je suis en train d'aider ma grand-mère qui est en soins palliatifs. Tout ça, j'ai de la misère à gérer ça. Ça, c'est humain, c'est être authentique. Puis probablement que la prof va dire, c'est peut-être pas t'es pas la meilleure pour aider ce patient-là aujourd'hui. On va changer de patient, je te donnerai un autre patient. Tu sais. Ouais. Donc, tu sais, puis chaque personne, puis on a déjà fait un podcast là-dessus, où dire, tu sais, on est capable de mettre nos problèmes sur le bord de la porte, puis, tu sais, moi, j'ai cette capacité-là. Fait que si je vis quelque chose de similaire à la maison ou dans ma vie personnelle, je suis capable d'en faire abstraction, puis de travailler avec la personne qui est en train de le vivre aussi, sans que ça vienne chercher dans mes émotions à moi. C'est Mhm. pas tout le monde qui est comme ça, donc il faut aussi se connaître. Mais à 18 ans, on se connaît-tu? On Mais il faut cheminer commence à se là-dedans. C'est connaître. ça. C'est normal donc que Karine, l'infirmière à 18 ans, c'est pas la même infirmière que à 38 ans. J'essaie de calculer mon Puis à âge. 58 non plus. Puis, j'ai donc cheminé là-dedans beaucoup. Je me rappelle que je travaillais avec un écouteur dans les oreilles, t'imagines?
Jamais je ferais ça maintenant, là, mais j'étais pas Moi, j'ai gradué à 19 ans, là. J'étais une autre infirmière complètement que je suis maintenant. Je pense que j'étais une bonne infirmière quand même. Justement, je ne doute pas de mes compétences, puis j'étais quand même quelqu'un de très humaine, mais j'étais dans le moins sérieux là, de la chose, là, je pense encore. Il y en a beaucoup qui travaillent encore dans leur job, tu sais, McDo, Tim Hortons, là, à cet âge-là, là, j'aurais pu être là encore une couple d'années, hein. J'étais déjà infirmière. Fait que, il a fallu que je mature un petit peu au travers de ça quand même. C'est normal. Oui, puis on développe. Puis c'est pas, tu sais, on parle beaucoup de relations d'aide, mais c'est pas 50%, c'est pas 90% de notre travail. C'est peut-être juste un 5%. Puis, des fois, on se sent pas bien. Ça a pris du temps, moi, avant d'être à l'aise à faire de la relation d'aide. J'ai commencé à être à l'aise quand j'étais avec des étudiantes en stage. OK? Mm. Parce que oui, on l'enseignait, donc il fallait que je m'approprie ça, puis que je le travaille. Puis, tu sais, en choisissant des patients qui sont plus aptes à faire de la relation d'aide, qui sont plus ouverts, qui sont plus faciles d'approche aussi. Donc, je choisissais ces patients-là. Puis avec le temps, je l'ai expérimenté. Mais tu sais, si je me ramène en arrière, quand j'ai commencé ma pratique, où est-ce que je travaillais? À l'urgence, aux soins intensifs, quand les patients étaient intubés, j'étais bien contente. Ou je suis allée travailler à la salle de réveil, ou après ça, qui commence à respirer, puis tout, bye, tu t'en vas. Pourquoi j'ai choisi ces milieux-là? Parce que c'est quelque chose qui est rapide, ça ne vient pas jouer dans les émotions, c'est action-réaction, on sait ce qu'il y a, bye, on s'en va. OK? Mais si, puis il y en a d'autres qui vont choisir des milieux parce que justement, ils ne veulent pas être très action-réaction comme ça, veulent prendre plus le temps. Il y en a que c'est inné de faire parler du monde. Tu sais, probablement que tu as ça dans ton entourage, là, même si on n'est pas en soins. Tu sais, tu dis, Colin, elle, là, on dirait qu'on peut tout y dire. Elle nous fait sortir à peu près tout ce qu'elle veut. Mm. Parce qu'il y en a qui ont ces forces-là. Puis il y en a d'autres que c'est pas du tout. Hein. Donc, il faut apprendre à se connaître. Puis c'est correct de ne pas être la personne qui est capable de faire sortir tout ce que la personne a à sortir. Oui. Je pense que qu'est-ce qui est important, tu sais, on est toujours en relation avec le patient, par contre. Puis, il Mm. faut qu'on reconnaisse la vulnérabilité du patient durant son hospitalisation. Puis, donc, il faut avoir une approche qui est humaine, qui est ouverte, qui est chaleureuse. Donc, d'avoir l'ouverture à la relation d'aide. Donc, même si ça ne fait pas partie de notre quotidien, dans la salle d'éveil, par exemple, post-chirurgie, s'il y aurait quelqu'un qui serait mis à pleurer puis à vivre quelque chose de difficile, il faut que tu aies cette approche-là que, tu sais, tu es déjà un petit peu prête à ça. Fait qu'une approche de chaleureuse, d'ouverture, mais tu sais, je suis sûre que tu l'avais, c'est ça que je Oui, dis, là. oui. Fait que, parce que pourquoi je parle de ça, c'est mon grand-père, à un moment donné, il s'était fait, il était à l'urgence, là. Ça fait très longtemps, il est décédé, là. Il y avait un électrocardiogramme, puis tout ça, puis là, il avait vu le cardiologue. Puis il était très vieux, mon grand-père. Fait que, tu sais, à un moment donné, je pense que le doc, il disait, Garde, vous êtes vieux, là. Vivez donc avec ce que vous avez, puis arrêtez de capoter. C'est un peu ce qu'il avait dit. Qui avait manqué un petit peu de tact, mais ça va. Mais après ça, il avait dit, Monsieur, avez-vous des anxiétés? Puis mon grand-père avait répondu oui. Puis le cardiologue avait dit, OK, bye. Puis il était parti. Il Il a faut presque un que, accident. il y a une petite ouverture à recueillir ça. Puis même si tu n'as pas le temps, parce que dans le fond, souvent, je pense aussi quand on commence, on est dans l'expéditif. On est rushé, on a des enjeux d'organisation. On apprend à s'organiser, en fait, je devrais dire. On a notre tête pleine de tout ce qu'on a à faire, la transfusion dans le 16, tout. Après ça, les signes vitaux, l'autre madame qui a mal. Puis là, mon patient me dit qu'il est anxieux là, là. Puis là, je suis là, mais mon Dieu, qu'est-ce que je vais faire avec ça? Parce que j'ai vraiment On pas le évite, temps. là. C'est ça, on J'ai aimerait vraiment pas le 3 minutes temps, là. pour le faire, là. J'ai 3 minutes pour faire ma relation d'aide. Mais une relation d'aide, c'est pas obligé de prendre du temps. Il faut juste reconnaître qu'est-ce qui se passe avec notre patient. Fait que d'avoir cette ouverture-là, que si je vois le malaise chez mon patient, il faut que j'aille cette chaleur-là puis cette présence-là. Puis c'est pas obligé de prendre du temps. Qu'on peut juste dire au patient que là, on voit qu'il est anxieux, on comprend qu'elle a beaucoup de questions par rapport à telle chose, mais que c'est pas mon meilleur moment pour moi, mais je vous entends, je le vois. Je vais revenir un petit peu plus tard. Est-ce que c'est correct avec vous ou je vous envoie quelqu'un pour s'asseoir avec vous? On a parfois d'autres avenues, mais juste au moins de reconnaître, de le voir. On y fait un petit reflet, justement, cette formule-là.
On reflète qu'est-ce qu'on voit. On dit, je vais revenir tantôt. Ou même si j'ai pas le temps, je peux dire, j'ai juste vraiment pas le temps, là, tu sais. Mm, Mais je vais en parler à ma collègue pour le chiffre de soir, par exemple, ou des choses comme ça. mm. De reconnaître ce que le patient dit, voit, là. Vit, pardon. Exact. C'est ça. Puis des fois, on dit, ah, puis on n'a vraiment pas le temps. Fait que c'est pour ça qu'on n'en parle pas, puis on ne fait pas le reflet. On l'a vu dans son visage qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. On a volontairement pas dit rien, on est sorti de la chambre. Mais tu sais, on a le droit de revenir plus tard, puis de dire, tu sais, tantôt, je suis venue, je vous sentais pas bien, là. Tu sais, j'ai pas été correct, il fallait que je parte ou peu importe. Mais, tu sais, maintenant, tu sais, tu sais, c'est-tu le moment, là? Est-ce que vous voulez qu'on en jase? Tu sais, au moins de reconnaître que on n'a pas été correct, tu sais, puis de dire, oui, je l'ai vu, votre malaise, ou j'ai vu que vous aviez besoin plus, ta. Tu sais, donc, ça peut aussi, parce que quand on est comme étudiante, tu sais, on a une charge de travail avec tu sais, avec tout. Puis là, il faut arriver d'un temps, parce que si j'arrive pas d'un temps, là, je vais me faire chicaner ou je vais couler mon stage parce que j'ai pas donné les médicaments aux bonnes heures. Fait que, tu sais, de le dire aussi, là, de dire, tu sais, je l'ai vu, mais là, je reviens plus tard, quand j'ai un moment un peu plus tranquille dans ma journée. Ça revient un peu à se centrer sur l'autre plutôt que sur soi aussi dans ce moment-là. Fait que même si on a plein de choses dans la tête à faire et tout ça, on voit une détresse chez notre patient, on voit un besoin. Ben, faut se permettre, même si on a 10 000 choses à faire, il faut prioriser puis voir si j'ai un peu de latitude, si j'en ai, si je me permets d'être avec le patient pendant 5, 10, 15 minutes pour que je fasse, il faut que je sois là à 100%. Donc, si je ne suis pas capable de le faire, je vais revenir plus tard, tu sais. Mais je vais m'asseoir, puis si je suis là pour ce patient-là et je m'éloigne de tout ce qui est dans ma tête là, présentement. Fait qu'il faut que je sois capable de me centrer sur le moment que je suis en train de vivre avec le patient puis de me dégager de mes responsabilités pour le reste. Peut-être que ça vaut la peine d'aller aviser mon oxy ou mon infirmière qui est dans Mhm. l'autre section que là, madame dans le vin, elle en a besoin un petit peu plus. Je vais être avec elle pendant 15 minutes. Si tu me cherches, je suis là. Mhm. Donc, ça peut aider pour permettre de se centrer sur le patient plutôt que nos préoccupations à nous, là. Exact. Puis si on décide de faire ce moment-là, mais d'être avec le patient et non pas de OK, bon, tu sais, il est quelle heure? Puis là, je vais prendre mon plan de travail en même temps qu'il me parle. Tu sais. Ça démontre que justement, tu n'as pas une ouverture. Tu avais une intention, tu avais une bonne intention, mais tu n'as pas calculé probablement le temps que ça pouvait prendre. Mais c'est correct de dire à un moment donné, de dire, tu sais, je vous comprends, tu sais, je vous entends, tout ça. Euh, Est-ce que je peux revenir plus tard? Tu sais, parce que des fois, quand les patients commencent à s'ouvrir, des fois, c'est long. Tu sais, des fois, c'est comme une tonne de briques qui arrive parce que là, c'est le moment où il est capable d'en parler. Mais tu ne peux pas Mhm. toujours rester, à moins que tu sois dans des milieux où c'est propice à ça, comme les soins palliatifs, où là, tu as beaucoup plus de temps à discuter avec les patients. Mais si tu es dans un autre moment, puis des fois, il va arriver des situations qui sont même pas prévues. Tu sais. Je me souviens d'un un des cas, puis pendant que je travaillais, on avait le mari et la femme sur deux départements différents. OK? Puis le monsieur, je rentre dans la chambre, il vient juste d'apprendre que sa femme est dans l'autre département. Elle vient de décéder. Oh là là. Il vient de ça, là, puis il dit, j'ai pas été capable de voir ma femme, ils viennent de m'annoncer qu'elle est décédée, je suis même pas capable d'aller la voir. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je peux pas partir, là, je suis pris, entre guillemets, je suis pris là parce que le patient en a besoin. C'est quelque chose qui est arrivé comme ça, qui était impromptu. Puis le patient, ça faisait plusieurs fois qu'il demandait à aller voir sa femme, mais son état ne le permettait pas. Tu sais, parce qu'il y avait plusieurs solutés, il y avait des machines, tout ça, fait que c'était impossible, ni dans un ni à l'autre. Fait que ça, là, il était enragé. Ah, c'est Et sûr. là, ça s'est défoulé et il s'est défoulé sur moi. Mais je savais que c'était pas moi, que c'était la situation, mais fallait que je sois là pour justement essayer d'y faire sortir ça. Puis après ça, ben là, on a été capable un peu plus tard de jaser. Mais c'est des situations qui arrivent qu'il faut que tu gères. Mm.
C'est un beau, tu sais, c'est un bel exemple parce que je pense que dans cette situation-là, justement, le silence est de mise, là, tu sais. Le Mhm. silence thérapeutique a beaucoup de place, tu le laisses juste ventiler sur tout ce qu'il y a à dire, puis c'est une situation où est-ce qu'on pourrait se sentir sur la défensive puis vouloir justifier les choses, mais à la place, laisse, peu Ouais, importe, même s'il y a des choses qui sont fausses dans ce qu'il dit, par exemple, là, dans son interprétation de ce qui s'est passé, il faut juste le laisser ventiler, puis tout ça, puis après ça, après que la douleur sera moins vive, là, on pourra revenir un peu sur ce qui s'est passé ou essayer de le faire cheminer là-dedans, mais il y a des moments pour faire de la confrontation, puis il y a d'autres moments pour que laisser c'est pas le temps. glisser, tu sais. Fait que Exact. c'est pas tout le temps de dire, mais monsieur, votre idée est démesurée, là, puis ça n'avait pas d'allure. On fera pas ça dans ces moments-là. Ou quand on a des idées anxieuses aussi, c'est un autre exemple. Quand on se fait dire, tu vas, c'est le coq à l'âne là, solide, là, parce qu'on vient de parler de quelqu'un qui a perdu sa femme, puis moi, je parle de couler un examen, là. Mais c'est là, je m'en vais. Je vous avertis. On Pas de est passé problème. d'un sujet à l'autre. Mais quand on parle de l'anxiété, c'est choquant parce que quand on a une idée démesurée d'anxiété, par exemple, je vais échouer mon examen alors que j'ai étudié pendant je ne sais pas combien de temps pour cet examen-là et tout ça, j'ai ça dans ma tête, je vais échouer, je vais échouer, je vais échouer. Si je verbalise ça à mon amie puis qu'elle me dit ben non, tu n'échoueras pas, tu t'es préparé, ça va bien aller. Souvent, on ne sera pas ah, c'est rassurant. C'est pas rassurant ce qu'on reçoit. On est plus dans comme hey, là, je suis en train de te dire que j'ai un stress puis que c'est je vais couler. Fait que même si tu me dis que je ne coulerai pas, cette idée-là, elle est en dedans de moi puis elle est angoissante. Fait que cette confrontation-là, elle marche même juste pas. J'ai juste besoin de te verbaliser mes angoisses. Puis c'est Mm. en les verbalisant, puis on le sait très bien que c'est une idée irrationnelle souvent avec l'anxiété, mais on a juste besoin de la véhiculer finalement. Good. Après ça, quand mon ami me dit que je vais passer mon examen, des fois j'ai le goût de l'envoyer promener parce que non, je vais l'échouer. C'est ça que j'ai dans la tête. Ben, regarde, tant qu'à faire du pouce là-dessus, aujourd'hui, pendant qu'on est en train de faire ce podcast-là, les résultats sont sortis hier de l'examen. Donc, Oui. aujourd'hui, on reçoit des téléphones d'étudiants qui ne sont pas nécessairement chez nous, mais qui ont besoin de parler parce qu'ils viennent d'échouer leur examen. Mhm. Même si je leur dis, ben, c'est pas grave, tu vas te reprendre, il y en a un autre au mois de mars qui s'en vient, ça veut dire que je ne l'écoute pas. Elle est démolie. C'est la honte. Comment qu'est-ce que je vais dire à mes collègues? Ils vont dire que je ne suis pas bonne, que je ne suis pas ci. Puis ça, c'est des situations qu'on vit là présentement. Puis il y en a d'autres qui appellent puis qui sont enragés après l'ordre. Puis c'est pas correct, l'examen n'était pas correct, puis je vais faire. Et là, ils sont crinqués. Même si je dirais de se décrinquer, ça donne rien. Faut juste du recul, fait qu'il faut juste les écouter. Exact, je les écoute, puis c'est normal de te sentir comme ça, puis d'essayer de comprendre sa détresse. C'est une détresse qu'elle a. Elle n'a Mm. pas réussi son examen. Je le sais qu'avec le temps, elle va. Tu sais, des fois, on se dit, ben, tu sais, assis-toi dans un coin là, pendant la journée, là, puis pleure ce que tu as à pleurer, hein. Puis rage, oui, tu as le droit d'être enragé. Puis après ça, ben, on se relèvera les manches quand ça sera le temps. Pour l'instant, vis ce que tu as à vivre. Dans le fond, on normalise les sentiments de la personne. Mm. C'est ça qui est aidant dans cette situation-là, juste de dire, regarde, c'est normal que tu sois fâché, triste, tu as travaillé très fort pour ça, fait que c'est choquant. On normalise qu'est-ce qu'ils vivent, puis après ça, ben, on, on, on aidera, on supportera au moment opportun pour cheminer. Mais juste de valider l'émotion de la personne qu'elle vit présentement, même chose pour ton monsieur qui vivait un décès, puis tout ça, ben, quand on dit c'est gros là, ce que vous vivez, là, c'est normal que vous ayez de la peine, là. J'entends tout ce que vous me dites, vous êtes fâché, vous n'avez pas pu voir votre femme. Juste de refléter ça, la personne se sent entendue. Puis même si des fois, mes étudiants me disent souvent qu'ils ont l'impression que c'est niaiseux de répéter ce que le patient a dit. Ou que, tu sais, il va trouver ça niaiseux quand je vais dire ah, vous me dites que vous vous sentez frustré. C'est sûr que quand on l'image comme ça a l'air niaiseux, là. Mais dans la vraie détresse de quelqu'un, quand quelqu'un vit quelque chose comme ça, quand on reformule ou même on répète ce qu'il vient de dire, ça lui fait voir qu'on entend, puis ça Mm. l'encourage à parler plus. C'est ça que ça fait, ces reflets-là, puis ces reformulations-là. Fait qu'il faut normaliser ce qu'il vit, il faut dire qu'on entend puis qu'on comprend qu'il est Mm. frustré, triste, peu importe,
Fait que la meilleure façon de dire, c'est de reformuler puis avec une question ouverte ou avec 3 petits points à la fin de ma phrase, là. Exact. Ou des fois, c'est dans la façon qu'on va le dire, tu sais. Oui, je vous comprends, tu sais. Je comprends que vous êtes. Non, non, c'est juste, oui, je vous comprends. Je comprends ce que vous vivez. Tu sais. Ou Mhm. je vous entends. Tu sais. Juste ces deux petits mots-là. Je vous comprends, je vous entends. On n'est pas obligé de tout nécessairement reformuler tout ce qu'il vient de dire, mais tu sais, de oui, je vous comprends. Et je vous comprends que vous êtes stressé, que vous êtes choqué, que vous êtes désemparé. Je vous comprends. Ouais, moi, j'aime beaucoup, je vous entends. Mm. J'entends ce que vous me dites, j'entends que vous êtes fâché, parce que ça laisse sous-entendre que je ne pourrais jamais comprendre à 100% non plus ce qu'ils vivent, là, tu sais. Fait que ça évite ce petit billet-là de dire je comprends, parce qu'il y a des patients, des fois, qui font comme, mais non, tu comprends vraiment pas, là, t'as pas de stabile. Fait que juste de dire j'entends ta frustration, je peux voir que c'est frustrant, ou, tu sais, je peux voir que ton image est importante pour toi. Fait que je pense que ce reflet-là, là, des fois, on a tendance à utiliser des formules puis des questions qu'on utilise. Êtes-vous capable de, ou des choses comme ça, là, des formules qu'on utilise très souvent. Il faut qu'on s'en éloigne un peu là, quand on est dans une relation d'aide, là. Ouais. Exact. Puis, tu sais, puis dans toutes les relations qu'on a, les relations d'aide, ou, tu sais, où que le patient va nous parler de quelque chose qui n'est pas nécessairement juste de la relation d'aide, tu sais, j'ai tout le temps, tu sais, comme professionnel de la santé, on a deux oreilles et on a une bouche. Donc, on devrait écouter deux fois plus qu'on parle. Mm. Mais souvent, des fois, de parler ou d'essayer d'expliquer relative, en tout cas, mettre ça relatif, Relativité. là, ça c'est un mot que je ne suis pas capable de dire. Ben, c'est justement, si on parle beaucoup, c'est parce qu'on n'est pas prêt à écouter. Ouais. OK? Puis les silences, ça, on pourrait en parler aussi, des silences. Tu sais, que c'est tellement important, mais on ne veut pas entendre le silence. Tu sais. Puis des fois, juste le silence du patient, c'est parce qu'il est en train de travailler dans sa tête. Il est en train de peut-être de trouver une façon ou d'essayer de. Ce que tu viens de lui dire, ça est en train de le faire cheminer. Il faut laisser ce temps-là. Mm. On est encore une fois pressé, souvent même dans notre relation d'aide. On est pressé que ça avance, puis ça, puis on veut Ouais. combler ce malaise-là que surtout nous, on vit. Parfois, dans le silence, le patient aussi, tu sais, c'est comme le toucher thérapeutique, là. Des fois, le silence, ça aide pas pantoute ma communication, puis c'est pas ça qu'il fallait que je fasse à ce moment-là, puis c'est correct. La prochaine fois, j'utiliserai une autre méthode ou même la prochaine fois, ça va peut-être marcher, mais ça vaut le coup de le tenter puis de l'utiliser parce que quand on comble les silences pour notre patient, lui, il ne se sent pas écouté, il se sent brusqué aussi dans cette réflexion-là ou dans cette détresse-là quand il verbalise quelque chose. Fait que peut-être juste de reculer quelquefois, là, tu sais, de se remettre en OK, là, le patient est en train de me parler de quelque chose. Oh, il a fini sa phrase. Donnez-vous quelques secondes, là. Essayez de compter dans votre tête, puis attendez avant de relancer votre question que vous avez dans la tête avant de le dire, là, parce qu'il va sûrement vous couper la parole pour vous dire quelque chose. Fait que Mm. laissez cet espace-là, même si ça vous rend mal à l'aise. Puis c'est normal que ça soit mal à l'aise au début. Puis même encore des fois, moi, je fais des silences, puis je le trouve malaisant, ce silence-là. Mais on parlait d'authenticité tantôt. Si on sent que le patient il a besoin aussi de réfléchir, de se recentrer sur ses pensées, c'est correct d'être assis dans la chambre et de rien dire. Pourquoi ça serait, Mm. on est tout le temps en besoin de combler ces affaires-là, tu sais, c'est notre malaise social, là, mais on n'est justement pas dans un moment social, on est dans un moment de soin. Exact. Donc, il faut toujours penser que c'est quoi l'objectif? C'est pourquoi je veux faire de la relation d'aide? Pourquoi mon patient a besoin de moi? Mhm. Oui, parce que, tu sais, oui, on a les soins physiques, on donne la médication, on fait des méthodes de soins, on donne tu sais, on fait ce qu'on a à faire technique, mais le côté humain, c'est ce qui nous caractérise aussi. Oui, c'est vrai. Mm. Puis on va trouver notre couleur au fil du temps, je pense. On n'a pas tous la même façon de parler à nos patients, la même approche. On en parlait tantôt, tu as la tienne, j'ai un peu la mienne aussi.
on serait mises toutes les deux devant la même situation, on ne dirait pas les mêmes choses, on n'agirait pas de la même façon. La preuve de ça, c'est de faire des simulations en soins infirmiers là, avec nos mannequins, mais aussi avec des acteurs. J'ai fait ça récemment là, avec des acteurs en psychiatrie. Écoute, chaque étudiant avait son approche différente avec cet acteur-là. Est-ce qu'il y avait une approche meilleure que l'autre? Pas nécessairement. Tout le monde s'est très bien débrouillé avec le patient avec des idées noires, très, très bien débrouillé, avec des reflets, pas les mêmes mots, pas la même façon d'agir, pas la même posture, pas la même. Mais tout Mm, le monde s'est quand même assez bien débrouillé, tu sais. c'est Mais on ça. a toute notre couleur différente, nos valeurs, notre personnalité, notre façon d'approcher le patient. Euh, Fait que c'est ça qui va faire que nos étudiants puis nos jeunes professionnels ont des forces différentes, puis qu'un patient va être plus avec cette infirmière-là versus une autre. Puis c'est parfait comme ça, parce que sinon, on aurait un enjeu de mix and match, là. Si on Exact. était tous pareils, ce serait bien plate aussi, là, d'ailleurs. Mhm. Donc, si ce que je retiens de tout ça, c'est, tu sais, quand on est étudiante, quand on commence, il faut oser. Il faut oser vouloir faire de la relation d'aide, même si on ne se sent pas bien, on ne se sent pas à l'aise, on se sent gauche, parce qu'il va falloir trouver votre couleur. Tu sais, Oui, donc, puis de voir qu'est-ce qui va le mieux. Il y en a que les touchés ne sont pas capables, il y en a que la reformulation, c'est plus difficile. Donc, tu sais, tout le monde va trouver sa façon. Ok? Ce qui est important, c'est de reconnaître la détresse du patient. C'est son besoin de communication, son besoin d'aide. C'est ça de la relation d'aide. Il a besoin d'aide pour exprimer, pour ventiler, pour essayer de comprendre la situation, pour essayer de l'aider à passer à travers cette situation-là. OK? Donc, on va être là, on est comme une courroie de transmission pour essayer des fois mettre des mots, d'essayer d'être capable de le faire verbaliser ce qu'il ressent vraiment et non pas être juste une situation frette, plate, écrite dans un cahier. mhm. Oui. Fait qu'on va trouver notre couleur de relation d'aide. Puis de normaliser finalement que ça nous prend du temps d'être à l'aise là-dedans. Moi, c'est les deux choses que je retiendrai de notre podcast aujourd'hui. Donnez-vous du temps Mm, d'apprendre. Parce que même si c'est quelque chose qu'on peut penser qui est inné, ce ne l'est pas nécessairement. Il faut apprendre à trouver notre couleur, justement, puis à trouver nos formules, puis nos phrases qu'on doit dire devant ces malaises-là là, qu'on vit. Fait que donnez-vous ce temps-là. Vous avez le droit de prendre ce temps-là en apprentissage. absolument. Puis, tu sais, on enseigne les techniques de communication durant la formation. Il y a des techniques qui vont mieux coller à notre personnalité. Il y a d'autres techniques qui vont mieux coller à une autre personnalité. Mais il faut que vous... Puis je sais que des fois, c'est plate de faire ces travaux-là en stage parce qu'elle me demande de faire une relation d'aide, puis là, il faut que je l'écrive, puis... mais il y a, tu sais, il y a toujours le côté pédagogique d'essayer aussi de vous connaître davantage. Puis de dire, quand je dis cette phrase-là, qu'est-ce que ça a comme impact chez mon patient? Donc, Oui. tu sais, de le voir, le travail, pas juste encore un travail de stage, mais non, en somme, dire qu'est-ce que ça va m'apporter à moi aussi de qu'est-ce que j'ai dit, comment le patient a réagi par rapport à ce que moi j'ai dit, quelles sont les techniques que j'ai utilisées le mieux, est-ce que ça a donné des résultats? L'objectif, c'est pas de donner nécessairement des résultats, l'objectif, c'est d'être capable de décortiquer la situation. Ouais. Une réflexion après coup, même si ce n'est pas un travail de stage, là, c'est bien de réfléchir à comment on a interagi avec notre patient, c'était quoi nos bons coups, nos moins bons coups, quand est-ce que je me suis mis une patate dans la bouche, qu'est-ce que j'aurais pu dire différent. C'est bon, là, cette réflexion-là après coup, là, définitivement, continuer à faire même quand on n'a plus de travaux de stage. Oui, aussi. Puis quand on est en stage, puis qu'on a fait une gourde avec un patient, ben, on a le droit d'aller en parler avec notre enseignante, qui est une infirmière, qui va aussi faire de la relation d'aide pour essayer de t'aider à décortiquer ce que tu viens de vivre. Donc, parce que, tu sais, te dire que tu n'es pas bonne, puis que tu as tapé sa tête parce que ça a été une explosion dans la chambre, ça n'a pas bien été, parce que tu as t'as essayé de bien faire mais ça n'a pas viré de la bonne façon, Mhm. mais parle-en aussi à ta prof.
Hein. Puis elle va t'aider à justement à essayer de comprendre puis décortiquer. Puis elle va faire de la relation d'aide avec toi, comme toi, tu as essayé d'en faire avec ton patient. Parce qu'on est des humains. Puis des humains, ben, quand c'est en relation, c'est capable de belles choses, puis d'être capable justement de s'aider mutuellement. Ben là-dessus, merci beaucoup, Sylvie. Je trouve que c'est un beau podcast pour normaliser notre relation d'aide, notre malaise dans la relation d'aide, puis dans cet apprentissage-là. J'espère que nos écouteurs auront aimé. Écouteurs, c'est ça que j'ai dit. Ben oui. Ben oui. Ou nos auditeurs, ou tous Nos ceux, auditeurs, c'est ça que je cherchais. Excusez, j'ai une grosse semaine. J'ai dit ça au début. On va finir avec ça. c'est ça, tous ceux et celles qui nous écoutent. Donc, fait que si ça peut vous avoir aidé, puis même des fois, ça peut juste vous aider à dire, ah ben oui, peut-être que les soins infirmiers, moi qui n'ai pas très technique, puis que moi j'aime beaucoup ça, la relation d'aide, de dire, ben oui, les soins infirmiers, ça peut être pour toi aussi. Il y a plein de places pour ça, absolument. Puis ben, on en profite pour remercier nos abonnés, hein, parce que on a des beaux chiffres récemment, fait que ça commence à augmenter. On est super contents. On a 200 abonnés sur Spotify, on a d'autres écoutes sur d'autres plateformes, mais on était super contents d'atteindre le 200. Donc, ben, merci à tous d'être là. Écrivez-nous des commentaires, des questions. On est toujours contente d'entendre parler de vous. On a eu des beaux témoignages récemment. Donc, merci Ouais, de nous faire signe. Ça nous confirme qu'on fait ces choses-là pour vous puis pour les bonnes raisons. Donc, merci d'être là. effectivement. Donc, merci beaucoup, Karine, puis on se reparle dans un prochain balado. Merci Sylvie, à bientôt. Bye bye. Et voilà, c'est déjà la fin de cet épisode. Mais pas de panique, on revient très vite avec encore plus d'astuces et d'histoires pour vous accompagner dans votre parcours d'infirmière. Rappelez-vous, que vous soyez novice ou presque experte, même Florence Nightingale a dû commencer quelque part. À bientôt et prenez soin de vous comme vous prenez soin des autres. Si vous avez apprécié cet épisode, pensez à nous laisser un 5 étoiles ou un commentaire. Ça nous fait toujours plaisir d'avoir de vos nouvelles. Merci de faire grandir la communauté de Novice à experte.